Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous ne vous êtes pas contenté d'écrire des centaines d'articles et des dizaines de livres. Vous en avez lu encore plus pour l'attribution du plus célèbre des prix. Le cadre de votre nouveau roman, c'est l'eau, ce qui n'empêche pas ce livre d'être un grand cru. Bonjour Didier Decoing. Bonjour Jacques Pessis. Belle introduction. Vous étiez venu tout au début des clés d'une vie. Je crois que c'est le numéro 32. Là, on est au 1131. Donc, il y a eu 1100 émissions depuis votre venue. Et donc, ça m'a permis de trouver d'autres dates et pour évoquer votre carrière. Et d'évoquer, bien sûr, ce livre, Le Nageur de Bizerte, qui sort chez Stock. Un roman dont on va beaucoup parler au micro. Et je pense en coulisses, parce que ce livre est un moment de bonheur. Alors, j'ai trouvé plusieurs dates et la première que j'ai trouvée, c'est le 5 juin 1969. C'est la première fois que votre nom est cité à la télé, dans une émission qui s'appelle Actualité littéraire. On présente les livres de la quinzaine et entre un livre de Laurence Durel et un livre de Jean-Marie Leclésio, on cite Didier Decoing, un très joli roman entre un étudiant et une fillette qui va mourir. Ça s'appelle Laurence. Voilà. C'est votre première télé. 5 juin 69. Oui. On vous a cité, et ce roman, je crois, a été récompensé par un prix de l'Académie française. Oui, vous savez que l'Académie française décerne un certain nombre, une petite cohorte de prix comme ça, qui sont une belle consolation pour ceux qui n'ont pas les grands prix. Et j'en ai eu même pour celui-là, oui. Oui, un livre qui est pour les écrivains de moins de 30 ans, je crois, à l'époque. C'est parfait, alors. C'est curieusement, ce livre a eu une vraie carrière. Il a été édité aux États-Unis, 2 éditions, Brochet puis Pocket. Oui. Et puis au Japon, il a même donné lieu à une transposition en téléfilm au Japon. Et c'était très drôle parce que mes héros étaient évidemment des Occidentaux. Oui. Et là, tout d'un coup, quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai vu ma petite Laurence avec des yeux bridés. Elle était adorable d'ailleurs. Et c'était assez bien réussi. Alors très sirupeux avec une musique qui vous emportait. C'était plus proche de Titanic que d'autres. Mais ça m'avait bien plu. Alors, les livres, finalement, c'est un souvenir d'enfance. Je crois que dans la bibliothèque familiale de votre père Henri Decoing, il y avait beaucoup de livres Didier Decoing. D'abord, la bibliothèque était grande. C'était une bibliothèque, c'était très curieux. Une bibliothèque ceinture. Elle ceinturait tout l'appartement, qui n'était pas tout petit, et elle courait à peu près au ras disons la ceinture à peu près. Donc, quand on était un enfant, qu'on marchait à 4 pattes, on pouvait attraper les livres qu'on voulait. Et plus tard, il fallait se baisser pour les prendre. Et il y avait, je n'ai jamais compté le nombre de livres, mais c'était hallucinant. Et il y avait de tout. Et alors, papa mélangeait tous les livres. C'est-à-dire qu'il ne classait pas. Ni par ordre alphabétique, ni par couleur de couverture. C'était tout comme ça, le tout venant. Oui. On avait l'impression d'une sorte d'éruption volcanique, d'intelligence, de drôlerie. C'était magique. Alors moi, je prenais, des fois, je comprenais pas le livre ou un mot dedans. Et je me rappelle d'une fois, j'avais trouvé dans un roman dont j'ai oublié le titre, il la posséda. En parlant d'une femme, un homme qui possédait une femme. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça veut dire quoi, ça, posséder une femme? Tu sais pas, ça veut dire posséder une femme? Ben non, explique-moi. Alors écoute, c'est peut-être un peu tôt, mais tu comprendras très vite et tu seras sûrement un grand possesseur, comme je l'ai été moi-même. Alors Henri Decoing a réalisé une 50aine de films et en 2018, il y a le Festival Lumière qu'il a remis à l'honneur avec ce film. Tu n'es pas heureuse? Battement de cœur, avec Daniel Darieux, qui est un des grands films d'Henri Decoing. On ne voit plus beaucoup de films d'Henri Decoing à la télévision, et c'est bien normal, mais Battement de cœur a été remis à l'honneur au Festival Lumière. Oui, il y a quelqu'un qui s'est occupé, comme ça, par-dessus mon épaule, de la carrière de papa. C'était celui qui avait lancé le truc de l'Institut Lumière. Oui, Thierry Frémaux. Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier. Oui. Qui était tombé amoureux de la cinématographie de Decoing, comme il disait, et qui avait une analyse de ce cinéma, et de cinéma de l'époque en plus, qui était extrêmement pertinente. Il voyait juste, enfin, il avait compris à quel point c'était déjà du vrai divertissement, mais en même temps du divertissement intelligent. Voilà. Et les films d'Henri Decoing, donc, avec des stars comme Daniel Darieux et quelques autres, ça vous a permis de fréquenter des stars et de les découvrir dès vos jeunes années, Didier Decoing. Oui, mais vous savez, Jacques, les stars m'étonnaient pas tellement. Ceux qui m'étonnaient, c'était les techniciens.
L'homme que je trouvais le plus saisissant sur un plateau de cinéma, c'était le directeur de la photo. On arrivait, c'était tout noir, il claquait des doigts, un premier projecteur s'allumait, puis un deuxième, il disait un peu plus, là, 3 kilos ici. Et c'était formidable, il faisait naître une lumière qui construisait un décor, qui construisait une ville, un salon, un amphithéâtre. L'autre personne qui m'étonnait beaucoup, c'était l'ingénieur du son. À l'époque, on prenait le son à l'extérieur du plateau, dans un camion qui était arrêté contre le studio, dans une petite allée. Et on avait l'impression du lancement d'une fusée. C'était très technique, il y avait des cadrans partout, des vues-mètres, comme on dit. J'adorais voir. Et cet homme qui avait son casque sur les oreilles, comme vous l'avez actuellement, et qui disait approche-toi tout petit peu plus près, ah, t'es trop près, j'entends ton micro frotte sur ta veste. Coco, arrête, arrange le micro. Et c'était fascinant de voir. Du coup, je m'étais fait offrir un magnétophone, et j'avais joué, que je faisais de la radio, à ce petit magnétophone. Je faisais mes émissions de radio. Malheureusement, je n'avais pas d'auditeur autre que moi-même. Alors, en même temps, ça vous a donné le goût du cinéma, le goût des images, forcément, Didier Decoing. La passion des images. Je peux pas vivre sans images. Et le soir, moi, malheureusement, j'ai tort, mais je m'arrête rarement Je coupe le téléviseur, puisque maintenant on peut regarder des films à foison, enfin, sans se limiter. Je coupe le téléviseur vers 1h, 1h30 du matin. C'est beaucoup trop tard. C'est pas sérieux. Mais je peux pas faire autrement. J'ai besoin d'images. D'images qui bougent, en plus. Et ce besoin d'image, il y a aussi le besoin de l'écrit, car lorsque vous avez fait vos études, je crois, au Collège Sainte-Croix à Neuilly, oui. À la sortie, vous devriez avoir des études supérieures, et vous avez choisi tout de suite la vie active et le journalisme. Oui, parce que, en sortant de Sainte-Croix, mes parents m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire comme fac. Alors j'ai dit, bien entendu, une fac de lettres. La fac de lettres que j'ai faite, le premier truc qu'on m'a fait faire, c'était un commentaire de la veillée à Combourg de Châteaubriand. Or, oui, bon, c'est très beau, mais moi j'avais un prof de français qui était génial, que j'avais eu la chance d'avoir 3 ans de suite, et qui, lui, avait des idées beaucoup plus poussées. Il nous faisait faire un commentaire de Tête d'or de Claudel, devant des parents d'élèves, etc. Une analyse vraiment... Et j'étais étonné qu'on me demande que ça en fac de lettres. J'ai dit, ça va pas aller à fac de lettres, je vais changer de fac. Je me dis, je vais faire du droit. Et j'ai fait, pas longtemps, peut-être 6 mois en fac de droit. Et alors là, c'était effroyable, parce qu'il fallait apprendre par cœur. Et c'est atroce, parce qu'on ne vous laissait même pas le droit à l'hésitation, un mot meilleur qu'un autre. Vous dites, mais c'est pas beau, ça, comme ils le disent. On peut pas... Non, ça a été écrit comme ça par le législateur, il faut le dire comme ça. Donc j'ai quitté la fac de droit, et avec ces 2 facs derrière moi qui étaient des expérimentations, j'ai dit à mon père, trouve-moi un job, un vrai, dans la vraie vie active. La même chose que ce que tu as fait toi. Il avait commencé comme journaliste, donc j'ai commencé comme journaliste, et je crois que je ne suis resté. Oui, mais en même temps, c'est un privilège, parce qu'aujourd'hui, pour être journaliste, il faut faire 4 ans d'école. Vous avez pu intégrer un journal. Oui, c'est vrai, il avait un copain qui était Pierre Lazareff, oui. Qui dirigeait Feu France ce soir. Et donc Lazareff il m'a pris à la rubrique rubrique qui était pas une rubrique, c'était vraiment... On faisait ce que les autres ne voulaient pas faire. Oui. On était 2, 3 comme ça. Et moi, j'ai fait des reportages qui ont fait Flores, notamment, un jour j'ai dit à Lazareff, je vais faire un reportage, il y a des gens qui pêchent au bois de Boulogne. Oui. Il dit, ah bon, qu'est-ce qu'ils pêchent? Ils pêchent des poissons, oui. pour se nourrir, évidemment. Alors il me dit, faites-moi un reportage là-dessus. Comme j'avais un petit appareil photo, j'ai dit, je peux faire aussi des photos avec. Oui. Il me dit, avec grand plaisir. Et donc j'ai interrogé ces pêcheurs, j'ai fait des photos de leurs poissons, mais qui étaient des trucs idiots. Alors je suis allé dans une poissonnerie et j'ai acheté des maquereaux, parce que c'est beau le maquereau, ça c'est une espèce de bande bleue. Et donc j'ai montré ça à Lazareff. Il m'a dit, pêche ça dans les lacs du bois de Boulogne, des maquereaux. Je dis, écoute, je sais pas le nom de la bête, mais en tout cas oui. Et puis vous voyez, ils sont beaux. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça serait pas un peu un mensonge, ça? Alors, je dis, non, monsieur, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maquereaux dans l'eau douce. Et surtout pas au bois de Boulogne. Alors j'étais bien obligé d'avouer bon, voilà ce que j'avais fait de mal. Mais ça m'avait appris à avoir de l'imagination. Voilà. Et vous avez ensuite travaillé avec Philippe Bouvard au Figaro. Ah oui. Ça, c'est aussi dans la chronique parisienne. C'était une époque totalement révolue aujourd'hui. Complètement. Mais c'était plus que ça, Philippe. Philippe, c'était... je crois qu'il aimait bien ses collaborateurs. Oui. Et moi, je considère qu'il a été en grande partie mon maître en écriture.
Ça peut paraître bizarre aux gens qui écoutent, qui ont écouté les grosses têtes, etc. De dire, est-ce que cet homme était un grand styliste? Oui, Philippe Bouvard était un styliste. Il l'est toujours. Il l'est toujours. Moi, il m'a appris plein de choses, notamment que quand on arrivait dans un paysage inconnu, une ville inconnue surtout, il fallait pas, surtout, de rien écrire dessus, de pas la photographier, la regarder et marcher à travers la ville. Et c'est avec vos pieds que vous apprendrez le décor. Ça, j'ai toujours retenu ça. Et maintenant, quand je vais quelque part, je pense à Philippe en disant que j'ai des yeux au bout des doigts de pied et que j'apprends la ville avec mes pieds. C'est pas pour ça qu'on écrit comme un pied, d'ailleurs. Il m'avait appris aussi la scansion d'une phrase pour faire de la phrase qu'elle soit pas trop longue, parce que bon, mais qu'elle soit pas trop courte non plus, parce que les gens n'ont pas ce rythme-là quand ils lisent mentalement. Faut penser à la lecture mentale du lecteur, à sa vitesse de lecture. Et donc, il m'avait donné des exemples de longueur de phrases qui étaient bonnes. Et puis surtout, de l'enchaînement des idées. Moi, je me rappellerai toute ma vie, on était ensemble, lui et moi, au Festival de Cannes, et vers 2h du matin, il devait dicter son papier au Figaro. Donc, il appelle, il demande une sténo. J'avais vu les mêmes choses que lui. Hein. Ouais. Il s'assied sur le bord de son lit, ce verre, je crois que c'est un whisky, peu importe. Et il commence à dicter, sans notes, Jacques. Et il a dicté l'équivalent d'une page entière du journal. Il ne manquait pas un détail. J'allais dire, il ne manquait pas un bouton de culotte. C'était formidable. J'étais bluffé. Et il s'est jamais repris. La sténo lui a pas dit, pardon, monsieur Bouvard, vous avez dit, ça coulait. C'était une intelligence visible, Bouvard. Et je dirais même une intelligence liquide, parce que, oui, elle inondait les gens qui étaient à côté de lui. Enfin, moi, j'ai un souvenir inoubliable de lui. Je lui dois beaucoup à lui. Alors, il y a eu d'autres souvenirs dans votre vie, et il y a un souvenir étonnant, et on va remonter à une date, le 1er janvier 1981. À tout de suite sur Sud Radio, avec Didier Decoing. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Didier Decoing, président de l'Académie Goncourt, le nouveau livre Le nageur de Bizerte chez Stork, on en parle tout à l'heure, mais on revient à votre parcours, et le 1er janvier 1981, ce sont vos débuts d'acteur, Didier Decoing, dans ce film. Les fiançailles de feu. Vous jouez un brancardier. Oui, hélas. C'est-à-dire... Non, mais c'était un gag, c'était amusant. C'était une idée qui n'était pas mauvaise, de demander à des auteurs d'écrire un téléfilm et puis de se réserver un petit rôle. Alors moi, je m'étais vraiment réservé un tout petit brancardier qui avait, je crois, 3 répliques à dire. J'ai jamais été fichu de les dire d'une manière claire et nette. C'était incompréhensible. L'impression d'être un grand blessé de la guerre, justement, avec une mâchoire en moins, une langue coupée, etc. C'était un bredouillis pas possible. En plus, j'avais pas l'air vrai en brancardier. Vraiment. Mais bon, c'était Pierre Bureau qui avait réalisé le film. Il a été très sympathique, extrêmement indulgent. Et à la fin, il m'a dit merci. Il n'aurait plus crié au secours. Jamais plus. Je suis pas fait pour ça. Non. En revanche, vous aviez écrit ce film, ce téléfilm, Les fiançailles de feu, Didier Decoing, et c'était un téléfilm sur la Première Guerre mondiale, sur les soldats qui bénéficient d'une permission pour aller se marier. C'était pas si courant que ça à l'époque, les films sur la Première Guerre mondiale, Didier. Non, c'était pas courant. Et il est vrai. Enfin, le fond du film est vrai. Il y a un certain moment, la France se vidait de ses hommes, hein, évidemment. Ils partaient tous servir de chair à canon. Et on a demandé à des troufions, qui étaient notamment à Verdun, s'ils avaient la possibilité de se marier. Mais il fallait alors ils avaient un temps très limité pour le faire. Il fallait qu'ils reviennent avec le certificat de mariage, bien entendu. Alors, qui est volontaire? Mon père, à ce moment-là, était dans les tranchées. Pas très content d'être là. Il rêvait d'être aviateur, ce qu'il était après. Mais pour l'instant, il était dans les tranchées. Donc, il a levé la main. Decoing, vous pouvez vous marier? Oui, absolument, sans problème. Et vous revenez avec le certificat de mariage, sinon c'est le peloton. Oui, pas de problème. Et donc, il est parti. Il a quitté le front, il a pris un train, et s'est dit, je descends à la première gare. Il connaissait personne, aucune femme qui aurait pu être sa fiancée. Si je me démerderais. Et la première ville où le train s'est arrêté, il est descendu, et puis il a commencé à regarder autour de lui, est-ce qu'il n'y a pas une jolie fille par ici, ou même moins jolie, et c'est ma vie que je joue, devait-il penser. Et il a fini par trouver une femme, mais il a eu très peu de temps, ça s'est passé en 3 jours, 3 nuits. Il l'a séduite, il l'a épousée, ils avaient une espèce de priorité, les troufions, il l'a épousée en catastrophe, et il a pu revenir au front avec son certificat de mariage.
Et alors, c'était merveilleux parce qu'il a été sauvé, parce qu'il a quitté Verdun, on l'a mis, ce dont il rêvait, comme aviateur. Enfin, c'était pas tellement mieux parce qu'ils avaient une espérance de vie, d'après les statistiques, de 10 heures, les pilotes de la guerre de 14-18. Donc ça vous a donné l'idée d'un scénario. Ouais. Et les scénarios, ça a commencé, je crois, Didier Decoing, avec Un clown dans la nuit de René Avon pour la série Témoignages. C'est votre premier scénario. Oui, mon premier scénario, mon premier téléfilm, je me revois encore, c'était sur France 2. France 2, Oui. Absolument. Je me revois encore le soir dans le salon. C'était court, hein, c'était un film de 20 minutes, je crois. Oui. Je me revois encore attendant le début et ça a été une grande émotion. Et je me suis dit, ça, je pourrais plus jamais m'en passer. Voilà. Parce que écrire des scénarios, au départ, c'était pas votre but, c'était d'écrire des romans. Mon but, c'était tout simplement d'écrire des histoires. Parce que quand mon père m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, je lui ai dit la même chose que toi. Il m'avait dit, bon, bah, ça veut dire journalisme, et puis après, tu te débrouilles. Hein. C'est la porte d'entrée dans tous les palais qu'on veut, journalisme. Et donc, mon idée, c'était d'écrire, mais je savais pas quoi. Ça aurait pu être simplement des recueils de nouvelles, ça aurait pu être, j'aurais pu rester journaliste, et seulement journaliste, avec joie. J'aimais ce métier. Écrire des romans, ça me paraissait très ambitieux. Et vous avez commencé tout en étant journaliste. Je crois que le premier, c'était un procès de jeunes autour du thème de l'amour qui s'appelait Le procès à l'amour. Oui, je vous déconseille de le relire aujourd'hui, mais mais c'est aussi un livre qui, curieusement, comme La Laurence dont vous parliez tout à l'heure, c'est un livre qui a eu un succès étonnant. Il a été traduit aux États-Unis. Il a fait une vraie carrière qui aujourd'hui paraîtrait... on m'appellerait Guillaume Musso aujourd'hui, oui. ou Lévy. Le procès à l'amour. C'était un sujet tabou à l'époque. Parce que oui. Les jeunes ne parlaient pas de leurs histoires d'amour. Non, les garçons surtout étaient très pudiques. Oui. Contrairement à ce qu'ils n'étaient pas dans la vraie vie, mais en littérature, ils étaient pudiques. C'était les femmes qui s'épanchaient plus facilement. C'était la grande époque de Sagan. Alors les Américains avaient d'ailleurs décidé que je serais le Sagan masculin français. Oui. C'est comme ça qu'ils m'ont, entre guillemets, découvert aux États-Unis. Mes livres sortaient avec cet intitulé-là, le Sagan en culotte français. Et puis finalement, vous êtes resté en France. Oui. J'aurais pas vécu aux États-Unis. J'adore ce pays. J'y suis allé une multitude de fois, mais je n'aurais pas pu y vivre, je crois. Je suis trop... D'abord, moi, j'aime vraiment la campagne, la vraie campagne. Je suis pas un citadin. Or, vivre hors des villes aux États-Unis, c'est pas évident. C'est quand même un pays urbanisé à fond. Donc, non, la France me convenait mieux. Et puis, on y mange mieux quand même en France. Bon, moi, c'est un point important. Et puis, il y a une sorte de passif culturel qui m'intéresse beaucoup aussi. Les Américains n'ont pas vraiment... Quand vous leur montrez un buffet Henri II, ils ont l'impression que ça date de avant Jésus-Christ. Oui. Hein, c'est pour eux c'est trop ancien. Oui, non, vive la France. Un autre pays où j'aurais pu vivre, c'est l'Angleterre. Oui, ça c'est sûr. Mais en France, en plus, vous avez travaillé comme scénariste avec les plus grands. Vous avez travaillé avec Robert Enrico, avec Henri Verneuil, avec José Dayan pour la télévision. Vraiment, avec une sphère très large. J'ai même travaillé avec Marcel Carné. Oui, au début. Au début. La merveilleuse visite. Oui, qui n'est pas le meilleur film de Carné, ni de loin mon meilleur scénario. Mais ça a été formidable à faire. Et surtout, j'ai fait avec Marcel Carné, personne ne le sait, un nombre incalculable de films qui n'ont jamais été tournés. Oui, parce que c'est un grand spécialiste de la filmographie fantôme, Carné. Il écrivait il travaillait avec un auteur sur des films, et comme il n'arrivait jamais à les faire produire, parce qu'il était fâché avec tous les producteurs de la place de Paris, et que dès qu'il en trouvait un nouveau, il trouvait le moyen de se fâcher aussi avec lui, non, il ne tournait pas. Mais alors, il les rêvait. Il a rêvé des films extraordinaires, il me les racontait. Alors, vous savez ce que on avait pensé avec Prévert? Les évadés dans 4000. Ça vous dit quelque chose, mon petit vieux? J'ai dit non, Philippe, on peut le voir où? Ah, nulle part, je l'ai pas tourné, mais je vais vous le raconter. Et alors il s'asseyait, il me racontait son film, et c'était formidable. D'abord parce qu'il racontait très bien, et ensuite parce que le sujet était sensationnel. Mais ça aurait coûté Les évadés de l'an 4000, ça aurait coûté... Enfin, Spielberg aurait peut-être pu vaguement produire le générique, mais pas au-delà. C'était trop cher. Alors, il y a eu, lorsque Quai des Brumes est sorti, il y a Jean Renoir qui a hurlé en disant que c'était un film fasciste, il l'a appelé Le cul des Brêmes.
Ça n'a pas plu à Prévert qui a menacé de casser la figure à Renoir, vous voyez. Oui, et il aurait même pu le faire. Hein. Alors, finalement, vous avez écrit vous avez beaucoup écrit, vous êtes aussi passé de l'autre côté de la caméra en dirigeant un service à France Télévisions pendant des années de la fiction, en apportant beaucoup, et là, ça vous empêchait d'écrire finalement, Didier Decoing. Oui, mais ça m'a permis d'écouter les histoires des autres, et j'ai appris énormément de tous ces scénaristes, réalisateurs, producteurs qui entraient dans mon bureau en me disant je détiens le sujet de l'année, tu vas voir, c'est formidable. On va avoir 3 sets d'or, enfin n'importe quoi. Et ils commençaient à me raconter. Ils étaient tellement investis de leur sujet, tellement enthousiastes, l'enthousiasme c'est communicant, que je me mettais moi aussi à rêver de leur film. Et 2-3 fois, j'ai eu vraiment des découvertes sensationnelles, notamment avec Hervé Ballet. Il a fait un film sur un boulanger. Je reverrai toujours le président de l'époque qui était Hervé Bourges. Mais alors, Decoing, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Ah, monsieur le président, j'ai un film formidable, vous allez voir. C'est une histoire de boulanger. Vous devez le voir absolument. Vous voyez, parce qu'on va le mettre à l'antenne. Bon, moi, je vais le voir ce soir, on en reparle demain. J'avais vu le film, le lendemain, il me dit, vous êtes complètement fou. Vous n'avez pas remarqué que dans le film, le boulanger a la tête penchée sur son truc à pétrir la pâte. Ouais. Il a des gouttes de sueur qui tombent dans la pâte. Je dis, oui, mais c'est pour ça qu'elle est bonne. C'est ça qui rend le pain français bon, c'est la sueur de son boulanger. Et ça a été un énorme triomphe. Après ça, on a fait un film sur les marins pêcheurs. Et surtout, alors, ça c'est ma fierté, la rencontre avec Mimi Mati, parce que je rêvais de faire un film sur des personnes de petite taille, des nains, comme on dit, oui. Et je me répondais dans tout Paris en disant, recherche, sujet sur les nains. Et on me disait, mais attends, c'est pas... Enfin, ça, c'est le président qui m'avait dit, de quoi? C'est bien gentil votre idée, mais c'est pas très, très consensuel. Parce qu'il y a quand même pas un nombre incalculable de nains qui regardent la télévision. Je dis, non, monsieur le président, non, c'est vrai, mais on est toujours le nain de quelqu'un. Comment l'entendez-vous? Je dis, tout simplement, je suis votre nain. Vous êtes mon président, moi je suis rien du tout à côté de vous. Donc je suis tout petit, je suis votre nain. Donc on est toujours le nain de quelqu'un. Donc c'est totalement universel le sujet que je vous propose. Et personne n'était foutu de m'apporter un sujet convenable. Un jour, entre dans mon bureau une toute petite femme, parfumée Guerlain, je crois, très jolie, qui s'appelait Mimi Mati, et qui me dit, j'ai quelque chose pour vous, c'est une histoire de personnes de petite taille. Et elle me raconte une nounou pas comme les autres. Ouh, on a traversé le couloir, j'ai dit, venez vite, le service pour signer les contrats, c'est là. C'était génial, son truc, totalement génial. Et elle l'a interprété et elle a été foudroyante. Et ça a continué, que ça donnait naissance à des séries de films, jusqu'à Joséphine, etc. Et c'est une femme adorable, Mimi Mati. Et on a été tellement heureux le soir où ce film, dont tout le monde disait mais ça peut pas plaire, il n'y a pas assez de nains pour regarder ça, où ce film a fait un triomphe d'audience. C'est-à-dire qu'il a pulvérisé à peu près tout ce qui existait comme record. Moi, j'étais en salle de projection, je voyais un autre film, et mon assistant de téléphone et dit, je voulais parler à Didier. Alors on lui dit, mais il est en projection. Ça n'a aucune espèce d'importance d'arrêter le film, passez-le moi. Et elle m'annonce le score qu'on venait de faire. J'en suis resté, ça a été un des grands moments de bonheur, de vrai bonheur de ma vie, parce que je me suis dit, alors on avait raison. Mimi, moi, et puis tous ceux qui avaient participé à cette construction de film, oui. Et notre moment important dans votre vie, on en parle dans quelques instants, je suis sûr que vous n'avez pas oublié la date, c'est le 20 janvier 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Didier Decoing. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Didier Decoing. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre, Le Nageur de Bizerte chez Stock, un roman passionnant et passionné tel que vous l'avez écrit. 20 janvier 2020, c'est le jour pour la première fois où on vous appelle Monsieur le Président. Oh. Vous devez être président de l'Académie Goncourt. C'est vrai. Mais je faisais pas le lien entre, quand vous m'avez dit 20 janvier 2020, je faisais pas le lien entre... Les dates sont des chiffres, hein. Oui. Et moi je suis pas très ami des chiffres. Les lettres, oui. Les chiffres, j'ai plus de problèmes. Vous n'auriez jamais imaginé de vous retrouver un jour président de l'Académie Goncourt? Jamais. J'ai toujours regardé l'Académie Goncourt avec plus que de l'envie, de la sympathie, etc. Je voulais entrer à l'Académie Goncourt, oui. Ça c'est vrai. J'ai tout fait pour, mais être président de l'Académie Goncourt, non, je l'avais pas imaginé. Et c'est venu comme ça, on vous l'a proposé? Parce que... C'est venu d'un concours de circonstances, c'est-à-dire que Bernard Pivot, ayant dit qu'il se retirait pour des raisons de santé, etc.,
Il fallait trouver quelqu'un d'autre. Et je pense que j'étais une personne assez consensuelle. Moi, j'ai dit, de toute façon, je vais pas tout transformer, hein. Je veux simplement essayer de faire régner la bonne humeur. C'est pas toujours bien marché, d'ailleurs, à l'intérieur de cette noble académie. Mais c'est un job merveilleux. C'est un job à presque plein temps, hein. Oui, parce qu'il faut lire beaucoup, et pas seulement. Non, il faut lire, mais il faut sortir. Oui. Moi qui ne suis pas un mondain. On demande quand même au président de l'académie d'inaugurer des chrysanthèmes et de faire des tas de choses dans faire des discours, bon. Et oui, il faut lire, mais lire, ça m'a jamais posé de problème. Je lis vite, c'est vrai, et je lis beaucoup. Je suis même un boulimique de la lecture. Je ne saurais pas vivre sans livre. Je suis angoissé, vous me dites que vous me mettez en garde à vue. Je vous accepte, je veux bien ne pas bouffer pendant tout le temps de la garde à vue. Là, vous me cogniez dessus, c'est pas un problème, mais donnez-moi quelque chose à lire. Ne serait-ce qu'un mode d'emploi en javanais. Je veux pouvoir lire. Voilà. Et puis le travail de l'Académie du président, c'est aussi de préserver le beau Goncourt. Je crois que certains ont essayé de le mettre à toutes les sauces. Ça a été quelquefois phénoménal. Alors on a essayé, on nous avait demandé, c'est un grand pétrolier, suivez mon regard, nous a demandé s'il pouvait baptiser un carburant Goncourt. Pourquoi? Parce que leur slogan, c'était « Avec l'essence Goncourt, vous arriverez premier ». On a dit quand même... Non, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a enfin déposé le nom de Goncourt, qui était dans le domaine. Si nous n'avaient pas posé la question, ils pouvaient le faire. Ça a été demandé pour d'autres choses encore assez alambiquées, mais aujourd'hui, on ne peut plus utiliser comme ça. Il faut vraiment respecter la règle Mais parce que c'est deux hommes quand même, les Goncourt. Oui. C'est les frères Goncourt. C'est pas seulement une marque d'aspirateur. Et d'ailleurs, il y a le journal des Goncourt dans le salon des Goncourt où vous vous réunissez chez Drouin. Alors moi, je me souviens un jour avoir discuté avec un maître d'hôtel qui me disait que le menu était toujours différent selon les membres de l'académie. Il y en avait qui étaient au régime, d'autres qui préféraient ça. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. C'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inventent des régimes. Oui. Alors c'est soit des régimes pour raisons religieuses, soit des régimes pour raisons de poids, soit des régimes pour raisons d'humeur. Mais la plupart des gens mangent différemment. Moi, je mange le régime qui est proposé par le chef, qui est formidable. On a un nouveau chef chez Drouin. Je dis on, c'est pas moi Drouin, mais j'en suis que utilisateur. Mais il est sensationnel. Ah oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Le Goncourt, pour vous, ça a commencé lorsque vous avez reçu le prix pour John L'Enfer en 1977, Didier Lecoing. Ça avait en réalité commencé avant, parce que mes parents avaient un très bon ami qui s'appelait Gérard Boer, qui était secrétaire général de l'Académie Goncourt, et qui venait fréquemment déjeuner et dîner chez nous à la maison. Comme on avait le droit, nous les enfants, de participer aux repas familiaux, Gérard Boer, on l'écoutait. Et pour moi, cette voix, qui était une voix étrange, parce qu'il avait eu une opération, et quand il parlait comme ça, c'était la voix de la littérature. Et je n'imaginais pas qu'on pût écrire sans aide de l'Académie Goncourt. C'était comme, je sais pas, la nationalité française, enfin... Il fallait que je sois de l'Académie Goncourt, il fallait que j'y entre d'une manière ou d'une autre. Mais comme il n'y a pas de candidature, c'est pas évident. Ah ben, vous êtes pris à plusieurs reprises, je crois. Non, ma chance a été Jean Quérol, qui était mon père littéraire, et qui, au moment où il a donné sa démission, a dit « Je sais que ça ne se fait pas, mais je voudrais vous demander à vous qui êtes là de voter pour faire venir Didier Decoing. » Et alors, par gentillesse pour Quérol, ils m'ont appelé à la table des Goncourt, en même temps que François Chandernagor. Oui. Nous sommes entrés tous les deux ensemble. Et depuis, c'est le bonheur. Alors, il y a eu donc ce livre John L'Enfer qui a changé votre vie. C'est-à-dire que ça se passait à New York, dans les gratte-ciel où un Indien lave les vitres, ce qui existe là-bas. Et New York, pour vous, c'était une passion. C'est toujours une passion. Mais c'est une passion qui a été sérieusement mise à mal par l'attentat contre le World Trade Center. J'ai été physiquement bouleversé par ce qui est arrivé ce jour-là. Je sais pas, comment vous expliquer des parents qui ont un enfant qui a un sourire délicieux, et puis un jour il reçoit une boule de pétanque en plein dans la mâchoire, et ses dents sont brisées, c'est plus qu'une bouillie. C'est l'impression que j'ai eue. C'est qu'on avait cassé quelque chose pour lequel j'avais une immense tendresse, et bon, je n'y suis pas retourné. J'ai dit j'y retournerai quand ils auront reconstruit les tours. Oui.
Vous savez que les buildings, au départ, en 1902, le plus haut building de New York, il avait 20 étages. Oui. Et déjà, pour l'époque, il était tellement haut que beaucoup de New-Yorkais pensaient que les derniers étages n'étaient pas habitables et meurtriers. Ils pensaient que l'oxygène manquerait en haut. Oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Oui. On a pensé aussi, c'était Arago qui était quand même pas un imbécile, un grand savant, qui était persuadé qu'il n'était pas question de faire marcher les trains à 30 km/h, les femmes accoucheraient automatiquement, que ça les tuerait. Oui. Mais alors, il y a une chose formidable quand même qui existe encore, c'est un phénomène. Quand vous montez au sommet de l'Empire State, parce qu'il n'y a plus les World Stand, au sommet de l'Empire State, la neige tombe à l'envers. Oui, parce que... Alors, on m'a expliqué le phénomène. Vous la voyez arriver, les flocons, ils repartent vers le ciel, repoussés, semble-t-il, par la chaleur qui émane de la ville. C'est un phénomène qu'on ne voit pas tout le temps. J'ai eu la chance de le voir une ou deux fois. C'est très impressionnant. C'est quelque chose d'un peu magique. Mais New York est une ville magique. Et ce qui a été magique aussi, c'est ce prix Goncourt que vous avez reçu pour John L'Enfer, qui a changé votre vie, Didier Decoing. Bien sûr, ça a changé ma vie. C'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un auteur. Si, je mets un si, s'il l'a prévu. Moi, je le convoitais, mais je savais pourquoi je voulais avoir le prix Goncourt. C'est parce que j'avais d'autres choses à faire. C'est une petite marraine fée qu'on vous donne, à qui vous pouvez tout demander, un petit esprit de la lampe d'Aladin. Le prix Goncourt vous permet d'entrer là où vous n'étiez pas admis avant. Moi, je voulais écrire une pièce de théâtre, je voulais qu'elle soit jouée. Elle a été jouée au théâtre. Oui, elle a été jouée au théâtre, oui. Et les directeurs de théâtre lisent pas toutes les pièces. Bon. Je voulais écrire des nouvelles et qu'elles soient publiées sur un gros support. J'ai pu le faire. Je voulais écrire des choses différentes à les policiers. J'ai fini par le faire. À partir du moment où vous dites « je suis pris Goncourt », enfin c'était comme ça au moment où je l'ai eu en 77, vous étiez presque crédible. Je me rappelle quand j'ai dit, j'allais voir à France Télévisions, je voulais faire un film. On dit, mais quel genre de film? C'est un vrai film, 90 minutes, etc. Il y a des grands acteurs, la couleur. Là. Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous avez une légitimité? J'ai écouté, j'ai eu le prix Goncourt. Ah oui, remarquez un prix Goncourt qui dit moteur et action. C'est marrant, ça, pourquoi pas? Eh bien, d'accord. Et c'est comme ça que c'est. Et c'est parti. Et il y a aussi une chose qui vous prend beaucoup de temps, vous transmettez. Vous allez dans les salons littéraires, et notamment vous parlez aussi aux jeunes régulièrement. Il y a eu des manifestations en Bretagne notamment, où vous expliquez la littérature et les histoires aux jeunes, Didier Decoing. Ben, ce sont nos futurs lecteurs. Non seulement ce sont nos futurs lecteurs, mais ils sont porteurs peut-être d'une nouvelle écriture aussi, d'une nouvelle littérature. Ils sont l'espérance, ils sont la ligne d'horizon. Et moi, vous savez, ma passion de la navigation fait que je me suis toujours dirigé vers la ligne d'horizon. En temps en temps, je m'arrêtais parce qu'il y avait une île. Mais ce qui est merveilleux, c'est de naviguer en pleine mer. Et oui, je crois qu'il faut faire confiance à la jeunesse et partager avec elle tout ce que l'on sait. Et surtout, l'écouter elle. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Voilà. Et justement, vous avez un jour attendu Ségolène Royal pour une manifestation. Oh oui. Elle n'est pas venue. Non, mais ça, c'est un grand moment. C'était à Rennes. Et il y avait dans la salle, c'était la réunion pour le concours des lycéens. Il y avait, je sais pas, peut-être 1000 personnes. Enfin, c'était énorme. Elle avait dit qu'elle viendrait pour s'adresser aux jeunes, etc. L'heure tournait, elle venait pas. C'était François Nourricier, était président de l'Académie Goncourt à l'époque, et moi, j'étais secrétaire général, et il est venu me trouver en me disant, écoute, on a un gros problème. Je viens d'apprendre que Ségolène ne viendra pas. J'ai dit, pourquoi? Supposément, elle est malade, ou en tout cas, elle viendra pas. Mais il me dit, j'y crois pas une seule seconde, c'est une excuse. Il me dit, mais on va avoir une émeute. Parce que les jeunes, ils en étaient jeunes. Ségolène. Et était avec nous, Éric Orsena, qui a une idée géniale. Il dit, attendez, est-ce qu'il n'y a pas dans cette foule, vous êtes nombreux les jeunes, est-ce qu'il n'y a pas une fille qui ressemble un peu à Ségolène Royal? Alors, évidemment, aucune fille ne se désigne, mais il y avait un mouvement autour d'une jeune gamine, de ses copains, qui disaient « Elle !» Effectivement, la fille était un peu plus jeune, le sosie de Ségolène Royal. Alors, Orsena l'appelle, dit « Venez, mademoiselle, venez, allez, vous allez faire Ségolène Royal. » Elle dit « Mais moi, mes programmes... Allez, vous inquiétez pas, on va vous poser la question. Allez, essayez-vous. Les caméras de télévision peuvent tourner, etc. » Et donc, on a fait la rencontre avec une fausse Ségolène. La cocotte s'est prise au jeu.
Elle adorait qu'on appelle Madame la ministre. Et elle a répondu avec une justesse formidable aux questions. Et quand elle n'était pas d'accord, elle couinait. Elle disait, d'ailleurs, le gouvernement serait bien inspiré de faire comme ci au lieu de faire comme ça. Ça a été formidable. On a appris par la suite que Ségolène avait mal pris. Et qu'elle aimait plus l'Académie Goncourt. Comme on n'avait pas l'intention de lui donner le prix, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, non. Mais on s'est vraiment bien amusé. Et puis, vous parlez de relève. La relève, je crois, va être assurée par Julien, votre fils, Ah qui a oui. commencé à écrire. Ah oui, il a son 4e roman. Alors, il n'écrit pas comme moi. C'est ça pour ça que c'est merveilleux. Il m'ouvre des horizons sur un monde qui est tout à fait autre. Peut-être plus mélancolique. Il interroge l'âme des pères, des enfants. Son dernier livre est absolument formidable. Je pense que il sera, s'il n'est pas reconnu tout de suite, je pense qu'il peut l'être. Oui. S'il n'est pas reconnu tout de suite, ce livre, il fera parler de lui déjà dans 30, 40 ans. On dira, ah oui, le jeune de coin, il sera encore jeune, hein, oui. Parce que non, mais c'est un garçon formidable. En plus, il est assistant au cinéma. Il a fait ça, il s'est fait tout seul. Il est grimpé les premiers assistants sur des trucs compliqués, lourds, chers. Et son rêve, c'est évidemment de faire un premier film. Et je peux vous jurer qu'il va le faire. Voilà. Parce que Julien, quand il veut quelque chose, rien ne l'arrête. Mais c'est avec une infinie gentillesse. Tel grand-père, tel fils, quoi. Non, il est mieux que moi. Non, Jacques, je le dis objectivement. Objectivement, le grand-père faudra l'effacer un moment, hein, quand même. Bon, et garder le petit-fils, oui. Le fils, il est formidable. Oui, en tout cas, vous avez encore beaucoup de choses à faire et vous le démontrez, Didier Decoing. Et on va l'évoquer avec une autre date, le 4 janvier 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Didier Decoing. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Didier Decoing. Donc on a parlé de votre passé, des scénarios, des films, de l'Académie Goncourt. Et maintenant, nous évoquons le 4 janvier 2023, sortie d'un nouveau roman, Le Nageur de Bizerte chez Stock. Et c'est une histoire qui commence en janvier 1921. En Tunisie, sous le protectorat français. Une histoire un peu méconnue d'ailleurs. Ah, très méconnue. Elle serait probablement restée si je n'étais pas tombé tout à fait par hasard sur un livre qui a été écrit par une survivante de cette histoire, qui a été édité en Tunisie, pas très bien, c'était avec des fautes de frappe, enfin d'impression, etc., qui s'appelle La Dernière Escale, Alexandra Manstein. Et j'ai lu ce livre avec fascination, parce que le pitch, comme on dit, m'a stupéfait. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'en servir comme toile de fond. C'est que l'histoire est quand même hallucinante. Les Russes blancs fuient devant le raz-de-marée bolchevique, et ils arrivent devant la mer. Hein. En 1917. En 1917. Que faire? Il y a là une flotte qui est en train de rouiller. C'est les épaves, c'est les restes des bateaux de la guerre nippo entre les Japonais et les Russes. C'est plus que des épaves. Ces bateaux sont crevés au sens propre du terme. Ils ont des trous dans la coque. On les a débarrassés de leurs machines. Leurs cheminées sont tombées. C'est une horreur. Ils sont des bateaux de guerre. On a enlevé leurs canons. Et comme il n'y a pas de cabine, ils sont pas habitables non plus. Mais c'est la seule chance qu'ont ces Russes, c'est de partir sur ces bateaux en se disant qu'il y a bien un pays quelque part qui va les accueillir. Donc ils montent à bord et on part. On part, mais où? Pour où? Par radio, les autorités qui sont avec leur demande, qui peut nous accueillir? Et la réponse est non. Personne ne veut d'eux. Personne n'en veut. Et il y a certaines phrases qu'on a entendues récemment à propos d'autres migrants. Retournez d'où vous venez. Un seul pays leur offre l'hospitalité, c'est la France. Incroyable, l'actualité d'aujourd'hui. Ah oui, mais à 150%. En disant, voilà, nous avons une possibilité de vous héberger et de vous mettre en sécurité absolue. C'est à Bizerte. Si vous pouvez arriver à Bizerte, la lagune de Bizerte. Parce que la lagune de Bizerte, elle a un intérêt. Vous avez la mer,
puis le port de Bizerte, et puis une sorte de cordon ombilical qui mène jusqu'à un lac intérieur, mélange d'eau salée et d'eau douce, qui est la lagune, cernée par des dunes de sable assez hautes pour qu'on ne puisse pas voir de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de cette lagune. Ce qui met les bateaux qui y sont ancrés en protection absolument totale. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas les systèmes d'avions, etc. Donc les Français acceptent cette flotte et ils pensent qu'ils vont recevoir 300 ou 400 naufragés. Ils sont plus de 7000. Et quand ces bateaux... alors, bougeons la caméra, voyons du côté des naufragés, qu'est-ce qui se passe quand ils apprennent que la France les accueille à Bizerte? C'est des explosions de joie. Il faisait très froid à ce moment-là en Russie. Il fait très bon à Bizerte, le ciel est bleu, les palmiers sont magnifiques, les femmes chantent, il y a des enfants qui jouent partout dans les rues. Mais bon, ils ont l'impression d'être arrivés au paradis. Ils sont heureux. Et les Français leur disent, écoutez, le problème c'est que vous ne pouvez pas descendre des bateaux. Oui. Comment on ne peut pas descendre? Non, parce qu'on a peur. Et ils finissent par comprendre que les Français ont peur qu'ils soient porteurs d'une maladie grave, contagieuse, qui s'appelle le communisme. Et ils ont peur que ces gens qui ont fui les bolcheviks contaminent la Tunisie, puis ensuite que leur folie s'étende au reste de l'Europe. Et donc ils vont rester 4 ans à bord de ces bateaux. Internés. Seuls ceux qui peuvent trouver un travail à terre ont le droit de descendre. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est le serpent qui se mord la queue un peu. Hein. Il y a quand même pas mal qui arrivent à s'en sortir. Mais il y a un noyau qui reste à bord des bateaux, des femmes, des personnes âgées, des enfants, et qui attendent une solution, mais ils attendent pas les bras croisés, ils attendent en transformant ces vieux bateaux en une sorte de ville flottante, avec tout ce qu'il faut, une école de danse, restaurant, théâtre, hôpital, alors évidemment chapelle. Et c'est sensationnel parce qu'ils finissent par vivre sur ces bateaux comme ils vivraient à terre, bien qu'évidemment le confort est inexistant. Bien sûr. C'est humide, c'est froid, c'est terriblement sale, il y a du cambouis, de la graisse partout. Ce sont des bateaux de guerre, hein, des bateaux de guerre abîmés. Et ils vont tenir 4 ans comme ça. Et parmi ceux et celles qui sont parvenus à s'enfuir, on est à peu près certain aujourd'hui que Fréhel, la chanteuse, qui était partie en Russie qui était devenue la maîtresse de la cousine du tsar, tout à fait, était à bord de l'un de ces bateaux, qu'elle est revenue en Europe à bord de l'un de ces bateaux. Tout à fait. Moi, j'ai pas trouvé la certitude parce que, évidemment, la dame Alexandra Manstein qui a raconté cette histoire, dans son livre, ne connaît pas, c'est pas de problème, pas qui était Fréhel. Donc si ce nom lui est tombé sous les yeux, elle n'a pas fait le rapprochement. Mais c'est effectivement un bruit que j'ai entendu. Alors le nageur de Bizerte, c'est le personnage que vous inventez dans cette histoire qui part d'un fait réel. C'est un jeune docker qui nage merveilleusement, qui a perdu son père, qui aime sa mère et qui se retrouve plongé dans cette histoire. Il pense que d'abord ces bateaux sont des fantômes, dit Decoing. Oui, il nage pour s'entraîner, il a un rêve, c'est d'entrer dans un des clubs nautiques de Bizerte. Pour ça, il faut faire un certain temps, sur une certaine distance. Donc il s'entraîne, il nage comme un fou. Et tout d'un coup, c'est en avançant la main dans le mouvement de natation, il touche quelque chose de dur. Alors, comme il est en pleine sur l'eau libre, il voit pas ce qu'il a pu toucher. Il lève les yeux, d'abord il palpe, ça a l'air métallique, il touche des rivets. Il lève les yeux, il voit une espèce d'œil qu'il regarde. Il fait une mise au point, lui. C'est pas un œil, c'est un hublot. Donc si c'est un hublot, il s'agit d'un navire. Son regard continue de monter vers le pont de ce navire. Et là, il a une vision qu'il n'oubliera jamais. Il y a une jeune fille, jeune femme, voilà, une petite vingtaine d'années, qui est accoudée au bastingage. Elle est habillée tout en blanc. Elle est idéalement belle. Et surtout, elle a une voix qui le bouleverse parce qu'il a entendu chanter une chanteuse tunisienne qui a un peu la même voix.
Et pour lui, c'est un ange, c'est ça sur le bastingage. Et là, on retrouve la fable que tout le monde connaît du petit oiseau, du petit poisson, qui s'aimait d'amour tendre. Mais comment faire quand on est dans l'eau? Comment faire quand on est dans l'air? Voilà. Et en même temps, on retrouve la position que j'adore de Roméo en bas du balcon et Juliette sur son balcon. Exactement. Comment c'est ça. ces deux personnages ont-ils arrivé, d'abord, ont-ils une chance de se rencontrer, de se trouver? Peuvent-ils vivre une histoire ensemble? Alors moi, j'avais un avantage, c'est que la petite, qui s'appelle Yelena, elle est d'une famille aristocrate assez élevée. Et donc, dans la cour de Russie, on parlait français comme on parlait russe. Et donc, elle parle un français admirable. Et lui, il est tunisien, donc il parle français. Et déjà, ils peuvent se comprendre. C'est déjà une énorme chance. Et voilà. Et dans le livre raconte la saga invraisemblable de cette jeune personne qui quitte le manoir qu'il possède en Ukraine pour essayer de se sauver, qui va traverser une partie de l'Ukraine pour arriver jusqu'au bord de la mer, embarquer sur ses bateaux, traverser la Sébastopol, etc., et se retrouver enfin dans la lagune de Bizerte, avec sous les yeux, au bas de la coque de ce bateau rouillé, pourri, sur lequel elle est montée, un très beau garçon qui a pour elle les yeux de l'amour. Et vous avez imaginé bien sûr des flashbacks partis de faits authentiques sur la façon dont il fallait partir en train dans des routes qui n'existaient pas, comment on pouvait quitter la Russie dans ces temps difficiles. Et en même temps, un jour, elle a découvert dans un théâtre une pièce qui l'a marquée à vie. Il faut prendre une vraie décision. C'est urgent. La question est simple, acceptez-vous de lotir votre terrain ou non? La Cerisée par un Michel Piccoli, montée par Peter Brook, qui est un classique. Et La Cerisée, c'est aussi une clé de votre livre, Didier Lecoing. Oui, parce que La Cerisée, c'est quand même l'histoire. En fait, La Cerisée, c'est une femme qui est obligée de vendre la cerisée, donc un espace où poussent des arbres qui produisent des cerises, parce qu'elle a besoin d'argent. Mais il se trouve que cette cerisée, c'était le lieu de rassemblement de toute sa famille, de tous les gens qu'elle aimait, etc. Et c'est un déchirement total pour elle. Il va falloir qu'elle s'arrache, comme un coquillage, à ce rocher où elle a toujours vécu, aimé, elle a tout connu de bonheur, tout. Et c'est effroyable. C'est effroyable, un arrachement. Et donc, elle va malheureusement être obligée de le faire. Et c'est ce qui arrive à Yelena, qui est obligée aussi de quitter elle n'est pas russe, Yelena, elle est ukrainienne. Oui, on est dans l'actualité encore une fois. Oui. Vous savez que je lui en veux à Poutine, hein, pour des tas de raisons, mais il y en a une personnelle. Je suis pas prêt. Si je le rencontre un jour, je ne manquerai pas de lui dire. J'étais à la plus de la moitié de mon livre, et puis il lui vient l'idée délirante, effroyable, d'envahir l'Ukraine. Ça n'aurait pas dû me toucher, normalement. Si, parce que mon héroïne, au départ, elle était russe, Yelena. Et tout d'un coup, il a fallu que je lui change son passeport, je fasse refaire ses papiers, que je lui donne un autre passé que celui qu'elle avait eu, et un autre présent. Donc, j'ai transformé ma petite russe en petite ukrainienne. J'ai gagné au change, d'ailleurs. Parce que la culture ukrainienne est vraiment pas mal. Et voilà, je sais plus ce que je disais. Alors, on parlait de Tchekhov, effectivement. Et alors, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Tchekhov, au départ, avait écrit La Cerisée comme une comédie. Et le metteur en scène en a fait une tragédie, et ça a fait son succès. Ah, c'est une tragédie épouvantable. Épouvantable. Et ça se termine, la plupart des metteurs en scène utilisent le même truc. Le rideau est tombé, on entend dans le lointain des bruits sourds. Ce sont les haches qui commencent d'abattre les cerisiers. Et ça va être transformé en lotissement, etc. C'est aussi une très belle fable sur l'envahissement de l'urbanisme délirant à la place des espaces de vraie vie dont nous disposons encore. Oui, alors ce livre, ce nageur de Bizerte, donc il va courir vers elle, et on apprend des tas de choses, parce qu'il y a plein d'anecdotes dans ce livre, et j'ai découvert, mais est-ce vrai, que ce serait un Marseillais qui est à l'origine des ballets russes, que vous racontez dans le livre? Oui, bien sûr, mais c'est Petit Pas. Oui. C'est Petit Pas. Il est arrivé. Oui, c'est d'ailleurs très extraordinaire. Il est l'idole il est toujours l'idole des ballettophiles, des ballettomanes russes. Il est arrivé de Marseille, effectivement, en Russie, où il a eu la chance de pouvoir s'exprimer au Bolchoï. Enfin, de pouvoir exprimer son talent, son génie, dirais-je, parce que c'était un peu je crois que j'ai cité Spielberg tout à l'heure, c'est un peu le Spielberg du ballet. Il montait des trucs qui étaient insensés sur le plan spectaculaire. Et en même temps, vous assurez... Marius Petipa. Oui, Marius Petipa. Vous assurez dans ce livre, Didier Lecoing, que les dérèglements du monde n'altéreront jamais sa bonté et sa beauté. C'est de l'optimisme.
Oui, j'espère que c'est pas du délire. Non, c'est de l'optimisme. Mais je suis violemment optimiste. Parce que il faut qu'il y ait une explication quand même au monde tel qu'il est, à la splendeur du monde, parce qu'il est quand même beau. Il faut regarder les photos que Thomas Pesquet a portées de sa grande virée dans l'espace. C'est sublime. Vous regardez simplement un coucher de soleil. Moi, dans la Hague, hein, quand le soleil se couche, c'est magique. Et l'être humain est pas si mauvais que ça, au fond. Donc les éléments sont plutôt bons. Simplement, la salade, elle est trop vinaigrée, ou trop moutardée, comme vous voulez, ou trop poivrée, je sais pas. La sauce est ratée. On n'a pas un bon saucier. Mais si on change de saucier, on aura un monde vivable et pas paradisiaque, parce qu'il faut que le paradis continue d'être le paradis. Mais on aura un monde heureux. En tout cas, on est heureux de lire ce livre qui, effectivement, est un livre à la fois passionnant, passionné, digne de Roméo et Juliette et en même temps un livre d'optimisme, parce que l'optimisme est présent en filigrane et ça, vous y tenez beaucoup. Beaucoup. Et ben, ne changez surtout rien. D'accord, promis. Ce livre s'appelle Le Nageur de Bizerte chez Stock. Je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment et qui admirent votre plume. Et puis, ben, rendez-vous pour un prochain livre très vite, je suis sûr. Oui, dans 10 ans, parce que je suis devenu très lent. Ouais, non, je suis une tortue. Eh ben, essayez d'aller un peu plus vite pour qu'on vous retrouve très vite dans les Clés d'une Vie. Merci Jacques. Merci Didier Decoing. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.